Bonsoir, je me représente. Je m'appelle Nicolas Andrieux et je suis ingénieur open source dans une agence web parisienne qui s'appelle Pepsital. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler des logiciels libres et de l'open source en général, parce que moi qui suis dans le domaine, du coup, je me rends compte autour de moi qu'il y a beaucoup de choses qu'on croit et qui sont fausses. Et du coup, je voulais prendre juste 10 minutes, parce qu'en 10 minutes, on peut tout expliquer pour vous donner les bases, pour bien comprendre toutes les différences et ce que ça peut impliquer. Donc, comme je dis, libre ou open source, finalement, c'est facile. Je voulais commencer par une petite question, c'est un quiz. Je voulais savoir si vous saviez qui était cette personne. Carlos. Alors, oui, j'ai entendu. C'est Richard Matthew Stallman, donc LMS pour les intimes. Donc, c'est un mec pas très connu. Mais il est diplômé de MIT et de Harvard. Il a pas inventé Linux avec Linus Torvalds, enfin GNU Linux, c'est un chériste. Il a inventé le compilateur du langage C, et surtout, ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'il a inventé et posé les bases du logiciel libre, et tout ce qu'il y a au niveau légal autour du logiciel libre, donc des licences libres. Souvent, ce qu'il disait, c'est un des problèmes avec le logiciel libre, il y reviendra plus tard, c'est qu'en anglais, ça se dit free software, mais c'est free comme une discussion entre amis, mais pas free comme une bière, donc pas libre, pas gratuit. Le logiciel libre, ça se base autour de 4 concepts, de 4 libertés fondamentales, comme le dit Richard Stallman. Donc je vais prendre le temps de les lire parce que je pense qu'elles sont importantes. La liberté zéro, c'est-à-dire la première liberté vis-à-vis d'un logiciel, puisque bien du monde informatique, c'est très lié au logiciel, donc ça peut s'appliquer à choses, l'image, une musique, un dessin, tout ça, ça peut être plein de choses. La liberté zéro, c'est la liberté d'exécuter le programme pour tous les usages. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être limité dans l'utilisation qu'on peut faire d'un logiciel. Donc, c'est clair, ça, c'est pas besoin de détailler plus. La liberté 1, c'est la liberté de pouvoir étudier le fonctionnement d'un programme et de l'adapter à ses besoins. Alors, ce qui est bien avec ça, c'est que pour pouvoir adapter un programme et pouvoir comprendre son fonctionnement, il faut absolument que les sources, dans le cas d'un langage compilé, par exemple, soient fournies. Donc avec cette liberté-là, ce qui vient, c'est on ne peut pas vous donner un logiciel, on ne peut pas vous vendre un logiciel sans ses sources. Sinon, le logiciel ne peut pas être considéré comme libre. La liberté numéro 2, et qui est une des libertés les plus importantes pour Richard Stallman, c'est la notion de redistribution des copies de logiciels au tout début du logiciel libre. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles il a fait cette liberté, c'est qu'il voulait que le logiciel libre se diffuse au maximum. Et donc c'était limite une contrainte assez forte, il fallait absolument redistribuer toutes les sources de ces logiciels. Voilà. La dernière liberté, qui est intéressante, qui est beaucoup utilisée sur GitHub, c'est la liberté de pouvoir améliorer un programme et de pouvoir publier ses propres améliorations. Donc on est complètement dans ce qu'on peut faire sur GitHub, puisque la plupart des dépôts publics de GitHub sont finalement des dépôts libres ou open source. On verra la différence très rapidement. Donc voilà, si votre logiciel, votre création offre ces 4 libertés, alors vous pouvez considérer que votre création est une création libre, au sens de la Free Software Foundation, c'est la fondation créée par Richard Stallman, qui statue et qui promeut le logiciel libre et la liberté en termes logiciels de création. Normalement. Du coup, le problème de ça, c'est ne serait-ce que le nom Free Software, en France ça peut être traduit par gratuit, ça a beaucoup posé de problèmes aux entreprises, ça a beaucoup gêné la diffusion, et il y avait aussi dans le mouvement libre d'origine des gens qui aspiraient à avoir des licences beaucoup plus claires et pragmatiques pour pouvoir justement diffuser le logiciel libre en entreprise. À partir de là, en fait, le mouvement s'est scindé en deux, bien que maintenant en fait, les deux mouvements soient à nouveau plus ou moins rassemblés. Ce mouvement s'appelle l'OSI, donc c'est l'Open Source Initiative, qui est une organisation qui promeut le logiciel open source. Et donc, c'est aussi un organisme qui permet finalement de labelliser, c'est peut-être pas vraiment le bon mot, mais des licences que vous pourriez créer. Et cet organisme peut dire cette licence est donc open source, et donc avoir le petit logo par exemple. Et du coup, ça semble être un peu plus complexe, du coup, mais il y a 10 conditions requises pour pouvoir statuer si une licence est open source ou non. Si la licence est open source, c'est pas forcément le produit. Donc, le logiciel open source, vous dites, elles sont toutes là, je ne vais pas toutes les lire, c'est peut-être
un peu chiant. Je fais beaucoup de droits ce soir, c'est important. De ces conditions, moi ce que j'ai ressorti, parce que je les ai quand même lues avant d'arriver, c'est que concrètement, un logiciel open source doit aussi garantir l'accès du code. Par contre, il est beaucoup moins contraignant sur ce qui est ajout de patch. Par exemple, vous pouvez très bien fournir un patch dans un logiciel open source. Pour un logiciel libre, vous devrez vous fournir toutes vos sources avec le patch compris. Parce que sinon, vous n'avez pas fourni l'accès au logiciel d'origine, donc vous êtes pas un logiciel libre. Donc c'est vraiment un truc de puriste, le logiciel libre pour le coup. Mais dans un monde d'entreprise, c'est comme si Microsoft, à chaque mise à jour, s'il était libre, vous refournissez tout Windows parce qu'il vous a fait un patch de sécurité qui est complètement délirant. Donc le logiciel open source, c'est donc vachement plus orienté entreprise et pragmatique avec des règles très claires. Il y a aussi une notion de discrimination d'accès au code, dans le sens où les logiciels libres, en tout cas d'origine, et les licences libres d'origine étaient virales, mais elles étaient aussi très contraignantes dans le sens où dès le moment où on ajoutait du code libre dans son code qui pouvait être potentiellement propriétaire, on devait se mettre ce code-là sous licence libre. Et ça, dans le monde de l'entreprise, c'était juste pareil, impossible. Donc le logiciel open source, lui, est beaucoup plus permissif. En tout cas, la plupart des licences open source sont plus permissives là-dessus. Vous pouvez très bien ajouter, et 72% des entreprises en moyenne utilisent le logiciel open source, donc elles le font. Utiliser du code open source sans forcément devoir mettre le code environnant, le code de votre stack sous les mêmes licences. Et donc, la limitation de la viralité, de la neutralité de ce code, la licence open source encadre seulement le code, elle n'encadre aucun contrat qui pourrait être lié à votre logiciel, ou à des logiciels annexes, ou à des logiciels utilisant le logiciel d'origine. Donc c'est beaucoup plus clair dans l'application, puisqu'il y a beaucoup de conditions, plus de cas vraiment déclarés, de conditions à respecter. Donc le petit point pour choisir sa licence open source, à noter que la plupart des licences open source, du coup, de fait, sont libres, parce que dans les petites conditions, il y a manière à respecter les 4 libertés fondamentales. C'est pas le cas de toutes les licences open source. Voilà, finalement, moi, ce que je vous propose, c'est une licence qui est simple et très permissive, qui permet la redistribution facilement, qui permet l'ajout de patchs facilement. Voilà. Un projet que vous allez mettre sur GitHub, par exemple, moi je vous conseille la licence MIT. C'est la licence de gros projets, comme par exemple Framework Symfony ou Ruby on Rails. Je crois que j'ai codé aussi dans la licence MIT, après si je me trompe. Si vous avez plus envie vraiment de protéger votre projet contre des brevets, vous savez qu'il y a une techno-propriétaire qui travaille sur le même créneau que vous, et vous ne voulez pas être embêté avec ça, vous voulez vraiment pouvoir continuer à développer votre petit logiciel, votre petite librairie dans votre coin sans être embêté par finalement une concurrence un peu agressive et légale, comme il peut se passer aux États-Unis. La licence Apache est beaucoup plus restrictive là-dessus. Elle permet vraiment de protéger votre logiciel. Donc ça a quelques contraintes. Je les détaille pas là. Pour aller regarder ce qu'il y a dans la licence Apache. Et pareil, les licences GPL sont vraiment orientées à la redistribution. C'est les licences d'origine c'est des licences open source et libres. C'est les licences d'origine de Richard Stallman, qui était vraiment intéressé par il faut conquérir le monde avec le logiciel libre, donc mieux on le diffuse, plus facilement on le diffuse, mieux c'est. Donc si vous êtes vraiment dans cet esprit-là, vous pouvez partir sur les licences GPL. Je n'ai pas d'exemple en tête d'un logiciel en GPL. Je crois que Linux probablement doit être GNU Linux doit être en GPL. Peut-être. Ouais. Tous les anciens gros projets, je pense qu'ils sont en GPL en fait. Voilà. Je voulais venir sur un petit cas. Souvent on me pose la question, on me dit mais finalement un truc qui est tombé dans le domaine public, c'est libre ou open source? Je ne vais pas répondre à la question aussi. Donc je ne vais pas vous lire dans tout l'article, mais un article en France, puisque le domaine public c'est pas forcément la législation partout, aux États-Unis c'est beaucoup plus souple. En tout cas en France il y a un article, c'est l'article 123.1 du Code de la propriété intellectuelle, bref. Vous aurez besoin de le lire si vous travaillez dans l'informatique en tout cas. Qui statue qu'un auteur, quand il crée une création de l'esprit, on appelle ça, ça peut être un logiciel, un dessin, une photo, une image, une tâche sur un mur, peu importe, dispose de droits moraux et de droits patrimoniaux. Donc les droits moraux, c'est plus lié au respect de l'auteur et de ce qu'il a voulu faire passer dans l'œuvre.
Donc c'est des droits que vous ne pouvez pas acheter, qui sont inaliénables, comme on dit, et qui disparaissent 170 ans après le décès de l'auteur, et à ce moment-là, l'œuvre tombe dans le domaine public. Par contre, ce que vous pouvez vendre, ce que vous pouvez vendre dans le cas par exemple d'un film, un auteur, un rédacteur, ça va être les droits patrimoniaux, et donc ces droits-là, vous les connaissez très bien, on les vend, on les exploite, c'est ce qui se passe pour de la musique ou de la vidéo. Justement, interro surprise, du coup, à votre avis, vu ce dont on a parlé, une œuvre tombée dans le domaine public est-elle libre, est-elle open source, ou les deux? Je peux faire passer. Du coup, en fait, elle est que open source. Pourquoi? Parce que le logiciel libre, en fait, une œuvre qui est tombée dans le domaine public, vous ne pouvez plus lui appliquer de licence. Et pour qu'un logiciel soit libre, il faut absolument qu'il soit associé à une licence libre. Alors qu'un logiciel open source, une création open source, n'a pas besoin d'avoir une licence, il faut qu'elle respecte les conditions. Voilà, je vous remercie. Une petite remarque, une question. En fait, il me semble que le nombre de 70 ans, c'est quelque chose qui augmente un petit peu de manière régulière. C'est ça. Dans l'article de loi, c'est 70 ans que j'ai vérifié. Après, est-ce qu'il y a un usage selon les créations, ça évolue. Il faudra peut-être que je passe sur la question. Donc, l'article de loi, 8 qui 70 ans. Par contre, vous avez ouais. Ça a été augmenté en fait il y a 5 ou 6 ans, c'est pour ça. Il y a peut-être une dizaine d'années, avant c'était 50 ans, ou je pense que c'était 50 ans avant, c'est passé à 70 ans. Actuellement, c'est 70 ans. Canada, en fait. Aux États-Unis, vous avez moyen, si vous avez arrivé à appliquer un brevet, vous avez à appliquer un brevet sur un brevet, du coup, le brevet d'origine, vous regagnez du temps avant d'être libéré. Je ne sais pas si ça peut se faire comme ça en France. Après, sur les droits mondiaux et patrimoniaux, c'est extrêmement compliqué. Il y a plein de trucs. Si tu développes un logiciel dans l'entreprise, il appartient à l'entreprise, il ne t'appartient pas. Par contre, tous les écrits intellectuels que tu fais, si tu rédiges un livre, une formation, des choses comme ça, un article de blog, lui, il t'appartient. Il y a tout un tas de subtilités qui sont liées par les jurisprudences. Donc, pour savoir ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas, ce que tu peux diffuser, modifier, utiliser, c'est du cas par cas et c'est souvent très compliqué. Il faut faire vachement gaffe à ça. Il y a plein d'entreprises qui jouent avec la pression, en disant ça nous appartient, ça t'appartient, etc. Et souvent, c'est une personne qui sait vraiment qui appartient. D'accord. Ça peut appartenir à qui? S'il y a d'autres questions. Oui, en fait, souvent on tombe sur des outils, justement, dans un cadre professionnel ou en entreprise, on tombe sur une libre, un framework ou autre qui semble être une bonne idée à intégrer à son projet. On jette un coup d'œil à la licence. C'est vrai que c'est un peu la jungle des licences, il y en a quand même énormément, et certaines, notamment dans les licences GPL, LGPL, etc., c'est des fois un peu difficile quand on n'est pas juriste de vraiment voir toutes les conséquences, toutes les implications quand on importe cette libre. Est-ce que par hasard, ce serait quoi les bonnes... comment est-ce que toi tu fais pour répondre à ces questions-là? Est-ce que tu as des sites, des sources d'infos qui ne demandent pas d'être juriste et pour avoir ce genre de réponse? Merci beaucoup. Non, pour répondre complètement, Kika a sorti il y a un mois et demi un site qui s'appelle choosealicense.com qui justement aide les développeurs, les porteurs de projets, les commerciaux, enfin aide les personnes, puisque l'article est par technique, il est légal, enfin le site est légal du coup, à choisir la bonne licence par rapport aux contraintes que l'on peut avoir sur un projet, les droits, les ordres de distribution, les responsabilités de l'auteur vis-à-vis de son logiciel, etc. etc. Enfin, toutes les contraintes qu'on peut avoir quand on sort un logiciel dans le but de gagner de l'argent avec, on va dire. Et moi, quand j'ai vu ça, j'étais justement en train de préparer ce sujet, parce que je l'ai préparé il y a quelques temps. Je voulais absolument le présenter parce que il y a quelques mois, j'avais vu un sujet sur l'open source et je n'ai pas été content, mais c'était pas du tout sur le même sujet. Je voulais vendre un peu d'informations. Et du coup, j'ai traduit le site. Dans un premier temps, j'ai juste fait une traduction, parce qu'ils ont mis ce site en open source, c'est GitHub qui le fait, et ils l'ont open source, du coup, moi je l'ai forqué direct, et je l'ai fait en français. Puis je suis allé voir un des anciens profs de droit, et j'ai vérifié effectivement la légalité au niveau de la législation française de ces licences. Donc actuellement, le site il est en ligne, vous pouvez le consulter. Il y a un petit guide au départ, en fait, la page d'accueil, c'est une façon de genre. Je propose justement les 3 licences que j'ai mis en avant ce soir, parce que c'est les plus connues, parce que c'est les plus utilisées, parce qu'en général, elles répondent à 99% des besoins de tout le monde, voire 100. Mais il y a aussi tout un listing
team d'une trentaine ou quarantaine de licences. Vous pouvez contribuer, donc il y en aura certainement plus, mais ce soir, je pense. Et donc avec justement qu'est-ce que vous avez le droit de faire, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire, de quoi il faut se méfier, c'est en 3 parties, c'est assez illustré, c'est dans une ambiance un peu humoristique, donc c'est pas chiant, j'ai essayé de faire en sorte que ça soit pas chiant, et que ça vous aide au quotidien dans le cadre de vos projets. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à lire, c'est choisir une licence.com. Merci. Moi j'avais une petite question, alors c'est plus savoir ton avis sur justement la partie GPL. Hier ou avant-hier, il y a eu un débat sur un logiciel que je regarde un petit peu, sur justement la licence, qu'est-ce qui est le plus vert, et pour en prendre le jeu partout, qu'est-ce qu'on est censé choisir. Et souvent on dit que la licence GPL permet plus la redistribution et plus virale. Et après le contre-argument, c'est oui, mais du coup personne n'utilise. Quel est ton avis là-dessus? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une diffusion maximale dans le projet? Qu'est-ce que tu conseilles comme type de licence? Plutôt permissive, plutôt GPL? C'est quoi que tu vois là-dessus? La réponse est facile, mais souvent vrai, c'est ça dépend. Je pense que dans le cadre d'une librairie, je pense que là, ce qui est intéressant, c'est la diffusion maximale, donc la GPL se prête bien. Le MIT aussi, la licence MIT se prête pas mal aussi. En fait, toutes les choses où vous allez chercher à diffuser sans vouloir que les gens fassent leur version de leur côté, en général, la GPL, c'est le mieux, mais si vous avez juste une application open source, la mettre en GPL, ça n'a aucun sens, parce que les gens qui vont vouloir contribuer dessus, ça va faire leur beurre avec. Donc c'est peut-être mieux de faire une MIT, et du coup, il sera utilisé, et du coup, vous avez peut-être une chance qu'ils finissent par contribuer au projet d'origine. Avec la GPL, ils ne l'utiliseront pas parce qu'ils ne pourront pas le modifier. S'ils le modifient à leurs besoins et qu'ils respectent réellement la loi, ils vont être emmerdés à un moment ou un autre, en fait, tout simplement. Donc, tout ce qui est annexe à un problème business, je dirais, GPL c'est cool, voilà, on va dire, pour être pragmatique. Tout ce qui est applicatif, plutôt MIT, on le voit très bien dans les frameworks que vous allez voir, la plupart des frameworks à la Symfony, à la ZAN, je crois que le J2, à mon avis, ça va être du MIT ou c'est censurable, non, c'est dégueulasse. Pardon. Et du coup, ouais, je dirais, moi c'est plutôt, je contribue pas mal et je tourne entre MIT et GPL. Mais c'est un peu opposé dans la philosophie quand même. Oui, mais la GPL, elle est vachement, elle part vraiment du mouvement d'origine qui était plus un mouvement moral de diffusion de valeurs que de diffusion légale. C'était comment la problématique de Richard Stallman à l'époque, c'était voilà, il y a un marché du brevet qui est très dur, où les gens qui veulent faire de l'open source et redistribuer du logiciel parce qu'ils ont des valeurs, parce qu'ils ont envie de rendre disponible un ensemble de connaissances de logiciels à tout le monde, ne peuvent plus le faire parce qu'il y a un monde de brevets qui est très dur aux États-Unis, les lois qui sont très dures, et donc il nous faut un cadre légal pour pouvoir diffuser ces valeurs. Mais c'était pas pensé pour être pragmatique, pour être entreprise ready, quoi. Par contre, la licence MIT qui est déjà plus récente que celle que les licences GPL, était déjà plus orientée au monde universitaire, partage, mais aussi, oui, mais on va avoir de l'application là. Bon, la dernière question, du coup, est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de challenger légalement toutes ces licences ou pas? C'est-à-dire que C'est-à-dire de dire, finalement, là, le code, il n'est pas vraiment open source, ou on utilise du code open source GPL, mais on ne distribue pas. Je crois que Free avait eu des problèmes comme ça. Du coup, je me demandais si jamais ça avait été challengé, en fait, par exemple, c'était le cas de Free, il y a quelques années, quand le code de la Freebox utilise des parties GPL, et ils avaient essayé, ils ne voulaient pas rendre le code public de la Freebox, et du coup, ils challengeaient leur BIM, on ne devait pas livrer GPL, mais en fait, sans elle, on ne va pas le rendre public. Ils essayaient de négocier, de challenger un peu justement ce côté licence, c'est pas des vraies licences, c'est pas des vraies lois. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été vraiment jusqu'au tribunal pour casser ces licences-là et on va pas faire des choses qu'ils ne pourraient pas avoir le droit de faire dans l'esprit des licences? Je me rappelle plus, mais j'avais un exemple en tête, c'est bon. J'avais préparé cette question. Et oui, aux États-Unis, il y a une boîte qui est tombée pour ça, mais il y a assez longtemps, du coup, quand ce mouvement a pris de l'ampleur et que les premières lois sont sorties, je me rappelle que Richard Stallman, par le biais de la Free Software Foundation, a fait tomber une boîte. Donc, elle a fait couler une boîte carrément pour ça. Mais ça a pris des années, et en général, dans les projets open source, s'il y a une boîte derrière, personne ne fait rien parce qu'ils ont peur, mais s'il n'y a pas de boîte derrière, c'est le cas de 99,9%, on n'a pas les moyens financiers de lutter contre les entreprises qui nous voleraient du code. Moi, je crois à des principes que je partage, et
je mise sur le infime pourcentage de gens qui va me le revendre et ça me suffit largement. Mais